Bonjour à toutes et à tous. Je suis Annick Lacroix et je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine. J'enseigne actuellement à l'université de Nanterre et mes recherches portent sur l'Algérie colonisée, à la fois sur l'État colonial ou l'État en situation coloniale, et aussi sur une série de questions liées au travail salarié et aussi à des professions indépendantes. Voilà, j'ai une série de travaux qui portent sur l'histoire sociale de l'Algérie à la période coloniale. Et je suis, donc depuis l'année dernière, membre du comité scientifique du concours national d'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, qui est donc un concours qui s'adresse à la fois aux enseignants, aux élèves du secondaire, mais même au-delà à la société civile, et qui vise à promouvoir cette histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Avec cette année, pour la session 2025, pour la session du concours 2025, une thématique qui s'intitule «L'Algérie en mouvement, mobilité et migration de 1830 à 1962». Donc, l'enregistrement que je vous propose aujourd'hui, il s'articule avec 2 vidéos qui ont déjà été proposées par mon collègue, l'historien Didier Guignard, et qui s'intitulent «Dépossession foncière et circulation bouleversée dans l'Algérie colonisée et déplacements contraints par le régime de l'indigénat». Donc, mon idée aujourd'hui, c'était dans le prolongement de ce que proposait mon collègue et en lien avec la présentation du programme qu'on a développé sur quelques pages et dont vous trouvez le lien ici sur le diaporama. L'idée, c'était d'appréhender les mobilités des hommes et des femmes à la période coloniale en Algérie dans leurs dimensions les plus quotidiennes. Et avec peut-être cette idée que c'est peut-être plus facile d'aborder ces questions avec des élèves, y compris au collège et au lycée, en partant justement de déplacements ordinaires, de mobilité très quotidienne, et en partant de questions concrètes. Heu, donc ce que je propose, voilà, c'est de réfléchir à la manière d'amorcer avec eux une réflexion sur les mobilités, sur les migrations, en partant justement de ces aspects très très concrets, très matériels, de ces déplacements à la fois entre les villes d'Algérie, entre les campagnes algériennes et les villes, et aussi entre la métropole et la colonie. Donc il y a plein de questions très très simples par lesquelles on peut partir sur cette question-là. C'est à la fois de se demander avec les élèves qui se déplacent, à la fois des Algériens, des Algériennes, des Européens, des Européennes, donc des hommes et des femmes, et puis aussi pour quels motifs on se déplaçait, et d'essayer de porter une attention à la question de la durée du déplacement, de la distance de ces déplacements, de leur périodicité, de leur fréquence, mais aussi très concrètement des modes de transport avec lesquels on pouvait se déplacer à l'époque. Et donc comme c'est une question très très vaste que je ne pourrais pas du tout couvrir dans le cadre de cette simple présentation, je m'appuie sur mon travail de doctorat qui s'est consacré à l'administration des postes télégraphes et téléphones dans l'Algérie colonisée, et qui a été publié en 2022 aux presses universitaires de Rennes, mais avec l'idée, voilà, pas du tout de revenir en détail sur cette recherche, mais plutôt de montrer que la Poste est une administration, une institution qui catalyse bien des raisons de se déplacer. Et donc, si je donne là aussi, hein, toujours de manière très concrète, on peut dire ça à ses élèves, c'est quoi la Poste pour vous? Enfin, voilà, c'est aussi suivre le parcours des lettres qui sont écrites, qui sont affranchies et qui vont circuler dans la sacoche du facteur, ou qui vont circuler dans les sacs en toile qui sont transportés dans le train qui va entre Alger et Constantine, à dos de dromadaire dans le Sahara, ou bien par autobus ou par diligence. Donc, la Poste, c'est ça, c'est à la fois des objets postaux qui circulent et qui sont transportés par des hommes. Donc, on peut s'intéresser aussi à la question du personnel, c'est-à-dire s'intéresser à ceux, et donc je dis ceux parce que en fait, il y a beaucoup de femmes au PTT, mais très peu qui transportent le courrier et qui travaillent à l'extérieur. Donc, on peut s'intéresser à ceux qui transportent les lettres, les colis, les journaux, et qui sont ces hommes du mouvement, c'est-à-dire des hommes familiers des itinéraires et des horaires,
qui connaissent à quelle heure part le train, à quelle heure part le bateau, à quelle heure part la diligence. Et là, je m'appuie sur le travail d'Omar Carlier, donc vous avez la toute première référence sur cette diapositive et qui rappelle que dans l'Algérie, à la période coloniale, les cavaliers des communes mixtes, les spahis, les gardes champêtres sont les premiers à incorporer la discipline de l'horaire, je le cite, hein, à se familiariser avec les nouvelles techniques de communication et de déplacement, à prendre la pleine mesure du territoire et de la frontière. Et de fait, ce qui est valable ici donc, pour les cavaliers de communes mixtes, pour les gardes champêtres, c'est aussi valable pour euh, des, des, des employés de chemin de fer, des employés des compagnies maritimes, mais aussi pour les facteurs qui transportent le courrier ou les ouvriers qui vont installer les lignes de télégraphe ou de téléphone, etc., etc. Donc vous avez une série d'acteurs qui sont des acteurs de ces mobilités nouvelles dans l'Algérie à la période coloniale. Et puis le dernier point qui me fait penser que la poste ou les PTT au sens large, c'est un objet qui permet de penser ces mobilités, c'est de s'intéresser enfin à la question des usagers, c'est-à-dire les usagers des services postaux, télégraphiques et téléphoniques, qui utilisent ces services parce qu'eux-mêmes se déplacent, parce qu'ils sont en émigration, parce qu'ils sont en contact avec, peut-être qu'eux-mêmes ne se déplacent pas, mais qu'ils sont en contact avec des personnes qui se déplacent. Et là, je pense voilà, à ces Algériens prisonniers qui ont été déplacés, déportés dans des bagnes ou dans des prisons. Je pense aussi au fait que les administrations coloniales convoquent leurs administrés, qu'ils soient européens, citoyens ou au contraire ou algériens colonisés, indigènes, et qui vont se rendre sur le lieu de la convocation. Et la convocation, elle passe par la voie postale. Je pense aussi à ces soldats mobilisés sur le front, ou bien à ces touristes européens qui envoient périodiquement des nouvelles à leurs familles, ou bien encore à ces émigrés qui partent travailler en métropole, ou aux pèlerins ou à ceux qui entreprennent le pèlerinage du Hajj à la Mecque et qui aussi envoient des nouvelles ou bien de l'argent par différentes voies, on va y revenir. Donc simplement pour dire que pour moi ici et aujourd'hui, les PTT, c'est à la fois un prétexte pour déployer la palette des motifs et des modalités de déplacement dans l'Algérie du 19e et du 20e siècle. Et c'est ça j'aimerais essayer de faire. Et puis, c'est aussi un moyen d'amorcer une réflexion sur ce que les réseaux de communication font aux mobilités en Algérie, en ayant en tête que le réseau des postales, télégraphiques et téléphoniques contribue aussi à accélérer les déplacements, à intensifier les échanges. Donc, d'une certaine manière, joue un rôle dans la contraction de l'espace-temps et dans la transformation que les populations, enfin, du rapport que les populations ont à l'écrit, à l'espace, au temps, etc. Et dans le même temps, les PTT ne sont pas seulement un accélérateur et un intensificateur des échanges et des mobilités, c'est aussi des réseaux qui vont renforcer, qui vont produire des ségrégations socio-spatiales, qui vont accompagner la création d'espaces juxtaposés, hiérarchisés. Et de ce point de vue-là, voilà, par exemple, la poste et les réseaux postaux jouent un rôle dans le retour de ce que le géographe Marc Cotte a appelé le retournement de l'espace algérien. Un espace algérien qui autrefois était tourné vers la région des hauts plateaux et qui est retourné, extraverti vers les littoraux. Et ça, les réseaux de communication accompagnent ces transformations spatiales d'ampleur. Donc voilà l'idée, avec peut-être simplement un plan en deux parties. Un premier moment où je vais évoquer la situation jusqu'aux années 1920, puisque c'est un moment où on dirait où dominent des réseaux de communication qui sont d'abord constitués, installés au service des militaires et des fonctionnaires d'une part, et au service des populations civiles européennes d'autre part. Et puis on verra dans un second temps les manières dont les Algériens se saisissent de ces réseaux et les font évoluer aussi, du fait de leur mobilité accrue. Alors, on a pu dire voilà, que on peut considérer que ces réseaux de communication sont des outils d'empire. Et là, si on regarde la première phase de l'occupation coloniale, à partir des années 1830, se met très vite en place
des courriers postaux et des lignes de télégraphe qui suivent toujours de très peu la progression des troupes militaires. Et de ce point de vue-là, ces outils sont des instruments de la conquête, sont des instruments de l'appropriation du territoire, puisque à chaque fois que les militaires avancent, il y a toujours un lien qui est fait entre le front et l'arrière, entre l'avancée du front de colonisation et les autorités qui donnent des ordres à Alger ou à Paris. Et à chaque fois, cette communication d'information, elle passe par des hommes, souvent des courriers à cheval, qui font l'aller-retour pour acheminer des nouvelles ou des directives urgentes. Voilà. Et de la même manière qu'on a tout de suite la mise en place de bateaux qui vont desservir, enfin faire des allers-retours entre la métropole et l'Algérie de manière régulière pour connecter entre eux. Donc ces moyens de communication, ils servent d'abord à connecter entre eux les différents échelons du pouvoir colonial, que ce soit un pouvoir militaire ou civil. Et donc, on voit la première trame de ce réseau qui est ici sur cette carte. Alors, vous ne pouvez pas lire hein, en détail ce qui est écrit sur la carte, mais c'est une carte qui représente les, les dessertes postales et télégraphiques en Algérie en 1865, donc une trentaine d'années après le début de la conquête ou de l'occupation de l'Algérie. Et entre chacun des points, donc ça représente uniquement le nord du territoire algérien, et entre chacun des points, il y a des indications écrites toutes petites avec la durée, la distance et la fréquence des allers-retours entre chaque ville du nord de l'Algérie. Et on sait même aussi le moyen de transport utilisé pour transporter le courrier. Est-ce que c'est à cheval ou est-ce que ce sont des voitures à cheval? Et donc, on voit la première trame de ce réseau, qui est un réseau étendu d'est en ouest, avec des percées perpendiculaires vers le sud qui disent cette logique de front pionnier. Voilà, et on voit tout de suite que l'objectif ici, c'est d'assurer d'abord la communication entre les différents échelons du pouvoir. C'est ça la priorité. Et cette communication, elle passe par des hommes extrêmement mobiles qui transportent ces nouvelles et aussi, dans un second temps, par la mise en place d'un réseau télégraphique. Avant d'aller plus loin, ce sur quoi je veux insister, c'est que, évidemment, bien que les autorités coloniales conçoivent un réseau de communication à à leur profit, dans leur propre intérêt, ça ne veut pas du tout dire que les populations locales algériennes ont attendu leur arrivée pour échanger, pour communiquer. Et évidemment, et ça, je pense que ce serait hyper important d'en discuter avec ses élèves, c'est-à-dire c'est essentiel, je crois, de faire comprendre à nos élèves que 1830, c'est en aucun cas l'année où tout commence en Algérie, et que de fait, à l'époque moderne, la société algérienne n'est ni figée, ni immobile, et qu'au contraire, c'était des sociétés extrêmement connectées et immobiles. Et donc ça c'est important parce que si on se focalise sur les sources administratives, ou les sources de la poste à l'époque coloniale, on ne voit pas du tout ces mobilités qui préexistent, alors même qu'elles sont essentielles. Alors je dis on ne voit pas du tout, c'est pas tout à fait vrai, parce que les colonisateurs vont eux-mêmes s'appuyer sur des infrastructures de communication qui leur préexistent en Algérie, ou sur par exemple sur des anciens caravansérails qui étaient des haltes commerçantes, je pense en particulier à la vallée du Chélif, entre Alger et Chlef, entre Alger et la ville qu'on appelait Orléansville. Mais vous avez aussi des systèmes des organisations mises en place au Maroc, par exemple, où on avait un service de courrier au service du sultan ou des puissants, et qui fonctionnait par des relais de courriers piétons, des hommes donc, qui se déplaçaient rapidement et qui se relayaient. Et on retrouve ça en Algérie, plutôt dans les régions du sud des hauts plateaux, dans le désert, avec des hommes qui se relayent pour transporter le courrier par, par dromadaire, par exemple, très régulièrement. Donc se relayer. Donc voilà, simplement rappeler que ce sont des sociétés extrêmement mobiles, et que ce que change la colonisation, c'est peut-être d'une certaine manière la vitesse de déplacement, puisque à l'époque moderne, personne ne dépasse, sauf en temps de guerre, sauf pour le courrier officiel, personne ne dépasse la vitesse de déplacement d'un rapide marcheur.
Et on comptait alors plutôt en journée de marche qu'en kilomètres-heure. Et l'armée d'occupation coloniale, elle, va impulser une certaine accélération des déplacements. En tout cas, ces préoccupations techniques, logistiques, qui sont celles d'une armée de conquête, vont favoriser un déplacement plus rapide des hommes et des marchandises. Euh, et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. Et puis, évidemment, il y a des innovations techniques, technologiques, qui n'existaient pas de fait à l'époque précoloniale ou à l'époque moderne. Et là, je pense en particulier au télégraphe, puis ensuite au chemin de fer et au téléphone, qui vont transformer aussi les communications et les mobilités, et qui sont des innovations du 19e siècle, qui arrivent donc en Algérie avec les armées, avec les administrations et avec les armées d'occupation. Voilà. Ceci dit, si on cherche à comprendre l'évolution de ce réseau, on voit que voilà, il va à la fois se densifier et surtout occuper et là, c'est uniquement, c'est pas un réseau de communication, enfin c'est pas le réseau télégraphique, c'est uniquement le réseau postal, et donc on voit que la distribution des objets postaux, des lettres et des colis se fait de manière plus ramifiée et va essayer de quadriller toujours davantage le territoire du nord de l'Algérie. Et puis la carte que vous avez en bas, là, qui est celle du mode de transport du courrier en 1897-98, les traits en noir qui sont plutôt perpendiculaires, enfin parallèles au littoral, pardon, parallèles au littoral, c'est le chemin de fer. Donc en noir, vous avez les déplacements qui se font en chemin de fer. En rouge, vous avez les déplacements qui se font par diligence à cheval, enfin, des voitures tirées, des charrettes ou des diligences tirées à cheval. Voilà. Et progressivement, ces systèmes de transport par voiture publique vont remplacer les transports de cavaliers seuls, souvent payés par les militaires, qui sont dans la première carte en haut à gauche. Et surtout, c'est les traits bleu foncé perpendiculaires essentiellement qui viennent remplacer ou transformer ces mobilités. Euh, Au-delà du quadrillage du territoire, en tout cas du nord du territoire algérien, l'autre enjeu, c'est aussi de connecter le territoire à la métropole et au reste de l'Empire. Et donc là, je vais pas beaucoup développer, mais c'est assez facile de trouver des représentations de ça dans des sources, y compris sur Internet. Et donc, simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'un des enjeux pour les colonisateurs, c'est de rapprocher Alger de Paris, et de le faire notamment par le biais de liaisons maritimes toujours plus nombreuses et rapides. Donc là, on a aussi un rôle de la Poste, parce que ces bateaux qui font l'aller-retour en fait entre Marseille ou Port-Vendre et puis Alger, Oran, Bonn, l'actuelle ville de Annaba, c'est des liaisons qui sont subventionnées aussi par le budget de la Poste, puisque dans le cahier des charges de ces compagnies maritimes, il y a des indications sur la durée du voyage, l'heure de départ, le transport des fonctionnaires à leur bord, mais aussi sur le transport du courrier. Et c'est aussi parce que, enfin, ces subventions sont aussi versées parce que ces paquebots transportent le courrier entre la métropole et l'Algérie colonisée. Et donc, ça commence assez rapidement au 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, on a déjà chaque semaine des navires qui font le trajet entre Oran et la métropole, entre Annaba et la métropole, et aussi entre Alger et la métropole, avec presque tout début 20e siècle, 6 navires entre Alger et Marseille, donc chaque semaine. Et des transports de plus en plus rapides, puisque Paris se trouve au début du XXe siècle à une trentaine d'heures d'Alger. Si vous comptez le train entre Paris et Marseille, puis ensuite le trajet en bateau rapide, Paris se trouve à une trentaine d'heures d'Alger dans les toutes premières années du XXe siècle. Et ça, c'est un des enjeux essentiels, parce que évidemment, les subventions postales favorisent ça, mais elles sont, ouais, ça permet aussi des mobilités de voyageurs qui sont essentielles. Donc il y a un travail qui n'est pas publié actuellement, mais dont je vous ai mis la référence ici, donc ce sera quasiment introuvable, mais simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a
il y a des travaux qui reviennent justement sur le fait que cette Méditerranée de la vie des colonisateurs s'est progressivement transformée en un lac. Alors évidemment, c'est une rhétorique coloniale, mais avec l'idée de rapprocher toujours plus la métropole de sa colonie privilégiée qui est l'Algérie. Et il y a énormément d'affiches publicitaires qui font la promotion de ces compagnies maritimes qui desservent l'Algérie et plus largement le Maghreb. Parallèlement, il y a d'autres innovations sur lesquelles je ne reviens pas aujourd'hui, mais qui accompagnent, enfin, qui s'articulent à cette logique-là de rapprocher la métropole de son empire. C'est la création ou l'installation de câbles sous-marins qui passent sous la Méditerranée pour permettre la transmission de nouvelles par voie télégraphique, de nouvelles très rapides. Et ça a une incidence même sur le développement de la presse, puisque c'est par là qu'échangent les agences de presse, par exemple. Et puis, dans la même logique, l'enjeu, c'est pas seulement de faciliter les mobilités entre l'Algérie et la métropole, mais aussi de connecter les différentes régions de l'empire colonial français. Et de ce point de vue-là, il y a l'idée de rapprocher, enfin voilà, il y a l'idée à la fois de connecter l'espace maghrébin et donc de faire en sorte que l'Algérie soit reliée aussi au Maroc et à la Tunisie, c'est-à-dire aux deux protectorats, aux deux régions qui passent progressivement sous protectorat français à cette période-là. Alors connectées à la fois par des câbles sous-marins, par des lignes télégraphiques, par des lignes postales et par des compagnies maritimes. Et ça, c'est très très rapide et même ça précède parfois la mise en place officielle des protectorats. Et puis, l'idée, c'est aussi de connecter l'Algérie aux régions sous domination coloniale française au sud du Sahara, et donc de traverser le Sahara. Et le Sahara est perçu comme un espace qu'il va falloir progressivement approprier. D'ailleurs, l'occupation coloniale est plus tardive, mais elle se poursuit au début du XXe siècle. Et une des manières de s'approprier cet espace, c'est de le traverser et de notamment permettre les communications. Donc il y a un gros projet de télégraphe transsaharien qui vise à relier l'Algérie au Niger, enfin à Tombouctou, puis au Niger, et ensuite à l'ensemble de l'AOF, par une voie télégraphique. Et cette voie télégraphique, c'est elle-même un projet qui fait suite à l'échec successif des projets de chemin de fer. Donc le projet initial, c'était un des chemins de fer transsahariens. Puis vu le coût que représentait l'opération, le projet a été abandonné et autour de 1907-8, c'est remplacé par un projet de télégraphe qui lui-même ne verra pas le jour finalement. Donc c'est intéressant aussi de penser les échecs des projets parce que tous ne débouchent pas. Parce qu'en fait, finalement, ce projet de télégraphe est jugé trop coûteux et il va être remplacé par des mobilités qui, elles, sont bien réelles et qui vont euh, accompagner les déplacements à l'intérieur du Sahara dans l'entre-deux-guerres. Et ça va être plutôt des déplacements par automobile, notamment par des compagnies automobiles qui transportent des touristes, qui transportent des fonctionnaires, qui transportent des voyageurs. Et puis aussi par le transport du courrier par voie, par aviation à partir des années 30, surtout 40, qui rendent le projet de télégraphe transsaharien progressivement obsolète. Voilà. Et dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que là, tout ce que j'ai décrit montre l'enjeu que représentent ces communications et ces déplacements du point de vue des autorités coloniales, qu'elles soient d'abord militaires ou ensuite qu'elles soient civiles. Mais évidemment, un des enjeux, c'est d'assurer, du point de vue des autorités colonisatrices, la pérennisation, l'implantation de populations européennes en Algérie. Et ces services de transport et de communication vont être d'abord mis en place au service des populations européennes. Et il s'agit d'abord de desservir les villages de colonisation. Et on voit d'ailleurs, à partir des années 1880, un développement assez spectaculaire du nombre de bureaux de poste, du kilométrage de lignes télégraphiques et téléphoniques, et surtout dans les villes et les villages où réside un peuplement européen relativement important. Et là, ça donne lieu à un maillage du territoire qui est de plus en plus fin, en tout cas pour la partie nord du territoire algérien, avec la mise en place de dessertes régulières de transport public. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux représentations iconographiques, parce qu'on voit la diligence
Et la diligence devient un mode de connexion, de transport régulier entre les villes et les villages d'Algérie. Et finalement, ça devient beaucoup plus important que le chemin de fer lui-même, qui ne dessert qu'un nombre limité de villes du nord de l'Algérie, alors que ces diligences, elles vont progressivement relier chacune des communes de plein exercice, chacune des villages, chacune des bourgs, chacun des bourgs du nord de l'Algérie. Et donc là, on a encore une fois un rôle important de l'institution postale en arrière-plan, qui n'est pas forcément évident, mais c'est encore une fois les subventions postales qui vont accélérer cette révolution du roulage en Algérie, parce qu'en fait, c'est la Poste, le budget des PTT, qui finance en partie ces entrepreneurs. C'est des entrepreneurs privés qui disent je vais desservir, qui signent, enfin qui acceptent un cahier des charges et qui desservent périodiquement, à telle date, à telle heure, pendant telle durée. Ils font le trajet entre deux villages ou entre deux bourgs voisins. Dans le cahier des charges, évidemment, l'acheminement du courrier, en plus des voyageurs et des marchandises que transportent ces voitures tirées par des chevaux, est essentiel. Donc ça va transformer les mobilités à l'échelle du nord du territoire algérien, et ça, c'est assez important. Du coup, ça m'amène à un autre point qui me semble important, parce que souvent, quand on pense aux territoires qui sont sous domination coloniale, on a cette image qui est celle aussi des manuels scolaires de l'entre-deux-guerres, ou des cartes qui sont dans ces manuels de géographie pour les enfants de l'entre-deux-guerres, qui rappellent, avec des clichés un peu avec des aplats de couleurs, rose, vert, qui montrent les empires comme des entités cohérentes. Et là, je paraphrase cette citation que vous avez de Hélène Blé, Florence Després et Pierre Singaravello, qui rappelle on a souvent des clichés qui ont tendance à présenter les empires comme des continuums de territoire et de pouvoir. Or, en fait, les empires, c'est tout le contraire. Et même l'Algérie, qui est le territoire de l'empire colonial français le plus peuplé, où vivent le plus d'Européens, en fait, même cette Algérie-là, même le nord du territoire algérien, reste un territoire qui est marqué par la fragmentation et par la discontinuité. Et pour montrer ça, voilà, c'est assez essentiel de ne pas se laisser abuser par une impression de continuité qui est aussi promu par les réseaux qui relient souvent deux points par une ligne. Et on a là, cette impression qu'entre les deux points, enfin, la ligne traverse un territoire qui est entièrement contrôlé, dominé, etc. Or, en fait, c'est pas ça la réalité de l'Empire. Et là, je m'appuie sur la carte qui a été réalisée par le gouvernement général dans les années 19 de l'Algérie dans les années 1920 et reprise et commentée par le démographe Kamel Kateb dans son travail. Mais vous voyez la carte presque 100 ans après le début de la colonisation de l'Algérie, le peuplement européen de ce territoire, c'est uniquement ces zones marquées par les couleurs jaune, orange et marron. Et donc, c'est finalement un peuplement européen qui reste extrêmement fragmenté. Et voilà, c'est important de penser la fragmentation, la déconnexion autant de temps après le début du projet ou de l'entreprise coloniale en Algérie. Et finalement, les réseaux de communication, ce sont aussi ce qui ce qui contribue à donner une consistance à cet espace impérial, donc à relier chacun de ces foyers de peuplement par des routes, par des lignes de communication, par des rails peut-être. Voilà, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ensuite, évidemment, ces réseaux de communication, de transport, vont aussi produire une sorte de hiérarchisation des espaces. Les espaces utiles ou les espaces où se concentrent les Européens ne sont pas desservis comme le reste du territoire. Et c'est comme ça que, voilà, ça, on peut voir par exemple que le nombre quelques exemples si vous voulez, le nombre de dessertes de tournées de facteurs à Alger, Oran, Constantine au début du XXe siècle, c'est 4 tournées de facteurs dans la ville par jour, donc c'est énorme. De même que à cette date-là, début XXe siècle, vous avez toutes les communes de plein exercice qui sont équipées d'un bureau de poste. Or, les communes de plein exercice, à cette époque-là, c'est là où vivent à peu près 9 Européens sur 10. Donc, à peu près
partout où vivent les Européens, il y a un niveau de service public minimal qui est assuré avec une école, un kiosque à musique, des lignes de communication régulières et un bureau de poste. Et c'est là aussi qu'on va retrouver c'est là que la plupart des petits fonctionnaires, ou bien aussi des touristes et des hiverneurs qui vont utiliser ces services. Par exemple, lorsqu'ils séjournent dans les villes les plus touristiques du nord de l'Algérie, comme Alger d'une part, mais aussi Biskra, ou bien aux portes du Sahara dans le sud-est, ou bien Tipaza. Voilà, vous avez des lieux comme ça où se déplacent, vers lesquels convergent aussi quelques touristes fortunés, y compris très tôt dans la période. Et à l'inverse, quand je dis hiérarchisation, c'est qu'il y a aussi des régions, et en l'occurrence les régions où où vit la grande majorité des populations algériennes, sont des régions qui sont marquées par une sous-administration nette et par un enclavement, ou en tout cas une desserte beaucoup moins aboutie. Et ça, ce sont en priorité les communes mixtes, là où vivent les 4/5 des Algériens au début du XXe siècle, c'est-à-dire des territoires immenses, dirigés par des administrateurs, et qui comportent beaucoup moins de dessertes. Et donc, pour ces populations qui vivent dans les communes mixtes, il faut parfois parcourir 30 à 40 kilomètres à pied pour se rendre au bureau de poste le plus proche, en général au chef-lieu de la commune mixte. Et, Hem et donc là encore, les mobilités en sont totalement, heu, affectées et différentes surtout de celles qui sont pratiquées, non loin de là, dans des régions, heu, davantage, peuplées par les Européens. Donc voilà, je trouve que cette idée de hiérarchisation des espaces, à l'intérieur du territoire colonisé, ça permet de faire un sort aussi à cette fameuse question du rôle positif de la colonisation, puisque vous avez beaucoup dans les sources coloniales, dans la littérature, des récits qui encensent l'œuvre coloniale, ou si je rejoins aussi, voilà, toute cette entreprise, d'une frange de députés, français en 2005 qui avait tenter d'inscrire dans la loi le rôle positif de la colonisation en Afrique du Nord. Souvent, dans ces discours, ce qui est mis en avant, ce sont les efforts de développement engagés, ou bien le nombre de kilomètres de routes construits, ou les types d'infrastructures mis en place. Et donc, c'est des discours qui insistent beaucoup, voilà, sur les réalisations en termes d'équipement, ou bien sur, le rôle de la modernisation de ces territoires par le chemin de fer, par l'aviation, par le développement des routes. Et en fait, si on regarde finement, à la fois, où sont ouvertes les écoles, où sont construits les voies ferrées, où sont, modernisées les routes, on constate qu'en fait, ces dessertes et ces services, publics sont toujours mis en place, construits là où se concentre la population européenne, et qu'une grande partie de la population algérienne colonisée ne vit pas dans les mêmes espaces, dans les mêmes portions du territoire algérien, et donc reste au contraire enclavé dans des douars, dans des villages algériens qui sont très peu desservis par ces infrastructures de communication, en tout cas très peu avant la Première Guerre mondiale. Et donc qui doivent s'en remettre à des modes de déplacement beaucoup plus rudimentaires, à pied, à dos d'âne, ou plus au sud, à dos de dromadaire, mais du coup, qui n'ont pas accès à cette fameuse modernité coloniale, entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, j'en viens du coup à ma deuxième partie, puisque ce qui veut dire là que c'est pas parce que ces populations algériennes ne sont pas considérées par les autorités coloniales comme des usagers potentiels, et c'est pas parce qu'ils sont pas considérés comme des usagers potentiels qu'ils ne se déplacent pas et qu'ils ne communiquent pas. Et ça, c'est important, parce que ça permet de passer d'une histoire qui serait une histoire des infrastructures, une histoire des modes de transport, à une histoire des mobilités, au sens où on peut s'intéresser aussi aux effets sociaux et culturels de cette accélération et cette intensification des échanges, à la période coloniale. Et puis surtout, l'enjeu de cette deuxième partie, c'est aussi de comprendre les marges de manœuvre que les populations algériennes se sont ménagées, les arbitrages qu'elles ont pu faire sur le terrain, pour ne pas subir
passivement ces inégalités socio-spatiales qui sont produites par les équipements des colonisateurs. Donc voilà, ma deuxième partie porte sur ces enjeux-là, en me concentrant davantage sur la période qui suit la Première Guerre mondiale. Alors, peut-être encore une fois une nuance ou un préambule. Je commence juste par dire que c'est pas parce que la colonisation a commencé depuis presque un siècle que les aménagements des colonisateurs ont capté tous les échanges. Et par exemple, malgré le développement très spectaculaire des PTT, de tous ces bureaux de poste et ces aménagements, en fait, il persiste de nombreux circuits de communication anciens et il y a toute une série de stratégies et de manières de contourner la poste durant toute la période coloniale. Et donc, on peut très bien envoyer sa lettre ou de l'argent à sa famille en passant par un ami qui rentre au village, par une personne de confiance qui revient dans le quartier. Et donc, éviter par ce biais d'envoyer son argent par mandat postal ou d'envoyer des nouvelles par lettre affranchie. Et de la même manière, pendant très tard, jusque très tard dans l'entre-deux-guerres, vous avez des caravanes transsahariennes qui continuent de transporter des marchandises, mais aussi des messages sur de très longues distances. Vous avez des colporteurs qui continuent de se déplacer à des échelles plus locales et à transporter aussi des nouvelles et des marchandises. Dans les romans de Mouloud Feraoun, par exemple, vous avez la figure du père qui envoie de l'argent, du père qui est parti travailler, qui est parti travailler en métropole et qui envoie de l'argent à sa famille par l'intermédiaire d'un cousin qui rentre au village. Vous avez d'autres exemples par des circuits, par exemple religieux, confrériques, qui transportent voilà, à l'échelle de l'Algérie ou plus largement du Maghreb. Vous avez des circulations de nouvelles, d'argent aussi, et de savoir qui passe par tout un réseau extrêmement connecté de lieux saints dans l'islam soufi qui sont les lieux des confréries. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est simplement pour signifier qu'il y a des circuits comme ça qui perdurent et que les équipements et les infrastructures de communication mis en place par les colonisateurs ne captent pas la totalité des échanges et ne réorientent pas la totalité, bien sûr, des déplacements. Donc c'est important voilà, de penser le non colonial, finalement, et les circuits parallèles vernaculaires qui persistent, y compris pendant la période coloniale. Voilà. Donc je m'en étais arrêtée avec l'idée que voilà, les populations colonisées algériennes ne sont pas les destinataires prioritaires des équipements et des réseaux de transport qui sont mis en place à la période coloniale, qui sont donc d'abord mis en place pour les besoins des populations civiles européennes. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ces régions vont rester enclavées jusqu'à l'indépendance. Au contraire, à mesure qu'on arrive dans les années 20 et 30, une frange de plus en plus importante de la population algérienne va chercher à tirer parti de ces équipements, et vont exprimer un besoin impérieux de communiquer et de se déplacer. Et donc, ça se voit de diverses manières, mais je pense en particulier à, voilà, il y a des raisons commerciales à ça. Où vous avez par exemple, dans la région de Tiaret, dans le Cersou, au sud d'Alger, mais dans les hauts plateaux, vous avez des grands marchés à bestiaux dans lesquels les moutons sont échangés périodiquement chaque année. Et là, les bureaux de poste sont pris d'assaut précisément pour répondre à ces besoins commerciaux de vente et d'achat à très grande échelle. Et puis, vous avez aussi des confréries soufis qui demandent des équipements postaux, téléphoniques pour faciliter les déplacements et les communications de leurs disciples à l'échelle de l'Algérie. Et puis, voilà, vous avez plein de raisons qui font que les populations algériennes cherchent enfin, demandent en fait davantage d'équipements et à être mieux prises en compte dans l'ouverture de nouvelles infrastructures et de communication et de déplacement. Et ça, c'est vraiment lié en partie
à la Première Guerre mondiale, qui va accélérer et catalyser un certain nombre de déplacements. Pour beaucoup d'Algériens, en tout cas pour beaucoup de jeunes hommes algériens, la Première Guerre mondiale, c'est la première occasion de quitter son village, de prendre le train, de prendre le bateau, de traverser la Méditerranée. Et donc, c'est aussi ensuite la première occasion d'écrire à sa famille, de demander de l'argent ou d'en envoyer, d'envoyer des nouvelles. Donc, ce déplacement, il a enfin, la Première Guerre mondiale, ça a un rôle important dans l'expérience biographique de beaucoup de jeunes hommes dans l'entre-deux-guerres. Et puis après la guerre, ça va aussi, une fois que les hommes sont rentrés, les combattants sont rentrés au village, c'est aussi toucher une pension. Voilà, ça va transformer aussi la vie des familles de manière durable. Et puis, ce moment-là, des années 20, c'est le moment où s'accélère de manière spectaculaire l'émigration, d'abord des Kabyles, mais plus largement de nombreux Algériens qui vont quitter leur village pour chercher du travail, soit ailleurs en Algérie, soit plus largement ailleurs au Maghreb, ou bien en métropole. Et l'émigration vers la métropole s'accélère à partir, voilà, je pense notamment au travail d'Emmanuel Blanchard, par exemple, voilà, que j'ai mis là sur les Kabyles à Paris dans les années 30, qui rappelle l'importance de ces connexions avec les villages d'origine et surtout l'importance des allers-retours des travailleurs. Et du coup, ces allers-retours, ces déplacements, cette espèce de mobilité accrue, vont, vont générer des demandes nouvelles. C'est-à-dire qu'à partir des années 20 et 30, les populations colonisées vont revendiquer des équipements plus nombreux, l'ouverture d'un bureau de poste, d'une cabine téléphonique dans les villages, pour pouvoir communiquer plus facilement avec le proche, le fils, le frère, qui est parti travailler soit ailleurs au Maghreb, soit en métropole. Et donc ça s'accompagne d'une multiplication de pétitions adressées à l'administration coloniale. Celle que vous voyez là, par exemple, je l'ai trouvée dans les archives de la wilaya d'Alger, mais il y en a en fait des centaines qui expriment une demande, souvent relayée par des notables lettrés, mais au-delà de ça, et l'empreinte à l'encre des doigts des personnes qui signent, tout en étant illettrés, dit aussi plus largement que ces pétitions, euh, euh, elles expriment une demande ou des attentes d'une frange de plus en plus large de villageois, ou en tout cas de ruraux illettrés. Et ça dit aussi quelque chose de la politisation croissante de ces sociétés rurales. En tout cas, voilà, vous avez des pétitions qui demandent la création de bureaux de poste. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est pas la création du bureau de poste, mais dans notre question au programme qui est celle des mobilités, de voir qu'en fait, vous avez des habitants qui rappellent aux autorités qu'une partie de leurs fils, de leurs frères, de leur famille sont partis travailler. Alors là, en l'occurrence, c'est la pétition dans la région de Asgem, donc c'est le sud-est de l'Algérie, pas très loin d'El Oued. Et donc, ils évoquent notamment les départs en direction si je ne me trompe pas, des mines, et puis des mines tunisiennes, et puis et plus largement de Tunis, et puis en direction aussi du tel algérien. Donc, ce n'est pas du tout en direction de la métropole, mais vous avez en fait une région qui demande des services postaux pour pouvoir recevoir l'argent des émigrés qui sont partis travailler dans les années 40. Et donc, c'est intéressant parce qu'en en creux par rapport à la question au programme, qui est la question de l'Algérie en mouvement, ça nous permet aussi de penser ceux qui ne bougent pas. En l'occurrence là, ce sont beaucoup, ils parlent de vieillards et de femmes qui, eux, ne sont pas partis, mais dont la vie est transformée par le départ des autres, les fils, les frères, les cousins, etc. Puisque ces villages-là vont voir arriver des flux d'argent très importants parfois euh, au village, et puis voilà, ça va transformer la consommation, etc. Voilà. Du coup, si je termine quasiment, hein, c'est simplement de rappeler qu'on est là dans un moment d'accélération des mobilités, ce qui n'empêche pas la persistance de ségrégations socio-spatiales. Quand je dis accélération, ben là, je pense tout de suite au fait que voilà, progressivement, la motorisation permet au déplacement d'être de plus en plus rapide. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, là, les entrepreneurs de transport par voiture tirée à cheval sont progressivement remplacés dans l'entre-deux-guerres par des autobus.
Et on voit du coup les autobus qui arrivent chaque jour ou chaque semaine au village avec des voyageurs, avec des marchandises, avec du courrier et des nouvelles. Et tout le monde au village connaît l'heure de l'arrivée de l'autobus, le jour exact. C'est un moment où le village s'anime, où tout le monde se trouve au café. Enfin, là, il y a quelque chose dans le rapport au temps des populations qui est transformé par ces, 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 ces- ces moyens de transport, pardon. Et voilà, j'insiste, ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus important ce que font les autobus à l'Algérie et aux Algériens des campagnes que finalement le train, qui évidemment a un rôle important pour relier Alger, Oran, Constantine. C'est un axe rapide qui est extrêmement important. Mais voilà, ces autobus-là, ils transforment beaucoup les mobilités à l'intérieur de l'Algérie algérienne, voilà, si je puis dire. Et là encore, les cartes postales le rappellent en mettant en scène leur arrivée dans les villages ou dans les bourgs. Euh, Ceci dit, si on cherche juste à nuancer, il faut simplement rappeler voilà, la persistance des ségrégations, enfin en tout cas une hiérarchisation persistante des espaces, puisque ces autobus, ils sont mis en place d'abord dans les villages de colonisation, qu'il y a des régions entières qui restent à l'écart de la route de l'autobus. Donc là, il faudrait presque fabriquer une carte en anamorphose pour essayer de déformer le territoire algérien en fonction de son accessibilité. Et on verrait par exemple justement cet axe principal Alger-Oran-Constantine se rétrécir. C'est là qu'il y a les routes carrossables, c'est là qu'il y a le chemin de fer. Et on verrait aussi les deux rives de la Méditerranée se rapprocher, puisque les liaisons maritimes sont extrêmement rapides. Une vingtaine d'heures seulement pour un bateau dans l'entre-deux-guerres pour traverser, pour faire relier Marseille à Alger. Et on verrait au contraire se dilater, alors bien sûr le Sahara, le sud, sauf les quelques axes perpendiculaires, et puis certaines régions rurales dans les hauts plateaux, et puis même dans les régions montagneuses, etc., qui seraient aussi dilatées parce que précisément extrêmement enclavées, mal desservies. Euh, voilà. Et puis, si on cherche encore à nuancer, au-delà de cette question de la hiérarchisation des espaces qui sont plus ou moins desservis et accessibles, de rappeler aussi qu'il n'y a pas du tout, pendant la période coloniale, un schéma linéaire qui irait du piéton, de l'âne et du chameau vers donc des modes de transport rudimentaires, vers la généralisation de l'autobus, puis de l'aviation. Et on a, dans l'entre-deux-guerres en particulier, euh, la juxtaposition de modes de transport à la fois très rudimentaires. Vous avez encore des transports à dos de dromadaire qui se font euh, de manière tardive dans l'entre-deux-guerres. Et parallèlement, le développement de l'aviation qui permet précisément de traverser le Sahara algérien de manière plus rapide, alors que voilà, et aussi des véhicules de la Compagnie Générale Transsaharienne qui traverse le Sahara chaque semaine avec des voyageurs, des marchandises et du courrier. Donc c'est intéressant de penser voilà, la complémentarité et les combinaisons entre des modes de transport supposés rudimentaires ou dits modernes dans une même période et dans un même espace. On a encore un éventail de manières de se déplacer selon son milieu social, selon beaucoup de paramètres qui l'explique. Donc voilà, je termine en concluant simplement que du coup, si vous, ce que j'ai essayé de faire là dans cette présentation, c'est simplement de rappeler que les PTT, c'est un objet qui connecte, qui favorise des circulations d'informations, d'idées et la monétarisation de certaines régions, mais surtout, c'est un objet qui accompagne d'une certaine manière les mobilités de beaucoup d'hommes, mais aussi de femmes dans l'Algérie du 19e et du 20e siècle, notamment par le biais de la mise en place de dessertes régulières de transport public, transport par autobus, transport maritime, transport aussi par diligence dans la période qui précède. Et du coup, les infrastructures de communication et voilà, ce que j'ai voulu montrer, c'est que ces moyens de transport, ils sont développés, et ces infrastructures de communication sont d'abord développées pour faciliter les communications des autorités coloniales, pour faciliter aussi l'implantation des populations civiles européennes, ce soit des commerçants dans les villes, des colons isolés dans les campagnes ou bien des touristes, mais que les populations algériennes, alors même qu'elles ne sont pas les destinataires principales et de ces équipements,
finissent par se les approprier. En tout cas, qu'elles ne restent pas passives face à ces changements techniques et donc elles vont osciller entre, le refus de certaines innovations et l'adhésion ou l'acceptation d'autres, avec en tout cas un faisceau d'indices qui convergent vers l'idée qu'il y a des usages à la fois variés et croissants de ces modes de transport et de ces modes de communication, qu'il s'agisse de la diligence, de l'autobus, du téléphone. Les populations algériennes vont de plus en plus, à partir de l'entre-deux-guerres, prendre le bateau pour chercher du travail, en métropole, envoyer de l'argent par mandat postal lorsqu'ils sont partis s'embaucher dans une mine, ou bien dans une ville en Tunisie. Et tout ça, je pense que ça permet aussi de prendre à contre-pied tous ces discours qu'on retrouve parfois dans la bibliothèque coloniale, en tout cas dans certaines sources de la colonisation, tous ces discours, très stéréotypés et essentialisants sur la supposée inadaptation des Africains à la modernité, ou plus large, voilà. Donc je m'arrête là et je laisse mon voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions ou des ou besoin de compléments par rapport à cette présentation, qui n'est qu'un éclairage par rapport à une thématique au programme qui est beaucoup plus large et qui laisse, heu, place à beaucoup, d'inventivité à la fois, de la part de vos élèves et de vous, enseignants, si vous vous emparez de cette question. Merci beaucoup. À bientôt.